Je voulais commencer cette table ronde par un tout petit texte. Dans son ouvrage « Dans la peau d'une bête », Charles Foster, vétérinaire, docteur en éthique animale, en droit de la médecine et enseignant à Oxford, cherche à devenir blaireau, loutre, renard, cerf noble et martinet. Je veux savoir quel effet ça fait d'être un animal sauvage, annonce-t-il en préambule. Plus précisément, par le choix de ces animaux qui nous sont étroitement apparentés, il tente de définir les porosités existantes entre l'homme et les animaux. Il n'a nullement l'espoir de se dissoudre dans l'animal, mais bien de se loger au plus près. Cette intimité, selon Foster, peut se tisser en deux points, celui de la physiologie et celui du paysage. Pour le premier, il nous appelle à redévelopper nos récepteurs sensoriels, pour la plupart mis en berne au profit d'une vie urbanisée, afin d'en partager une partie avec les animaux. En revalorisant nos capacités cognitives, nous nous approcherions de la frontière avec l'animal, certes, mais dans le même temps, nous redeviendrions aussi plus humains, plus affûtés. Le paysage est le second point de rencontre. En se mettant à sa hauteur, en humant les herbes, en se roulant en boule dans un terrier, en se perchant dans un arbre, l'auteur cherche à retrouver une conversation directe avec la terre, similaire à celle entretenue de manière ininterrompue par l'animal. Sans anthropomorphisme ni chamanisme, les pages qui suivent narrent les expériences de Foster, ses rapprochements à pas de loup, mais aussi ses échecs, comme celui tant rêvé par l'homme de voler. Ces tentatives de métamorphose, qui certes peuvent paraître vaines à la lecture, voire ridicules, tout autant qu'elles ont autorisé l'auteur, l'espace d'un moment, à rapprocher les mondes. La partition du vivant est mouvante. Les sciences et les arts ne cessent de la questionner et d'en montrer les mutations, comme les ancrages, en se mettant sur la piste animale. La commissaire d'exposition Emma Lavigne, dans son exposition Jardin infini en 2017, invitait Pierre Huyghe à installer son aquarium Nymphea Transplant au cœur du musée, au cœur du Centre Pompidou à Metz. Hommage à Claude Monet, en un passage de l'espèce picturale à objet organique, une zone de non-savoir, comme l'explique l'artiste. Non pas une zone d'ignorance, mais au contraire celle de la fluidité infinie des catégories, d'aventure, d'ailleurs, dans l'image et le récit. Pour se mettre sur ces pistes, j'ai ce soir l'honneur d'avoir à cette table Claire Moulaine, responsable du développement culturel à la Fondation Ricard, auteure et critique d'art. Elle a été auparavant, entre autres, curatrice au Palais de Tokyo. Parmi ses très belles expositions, elle a notamment co-organisé avec Alain Fleischer Le rêve des formes, art, sciences, etc. au Palais de Tokyo en 2017. À ma droite, Laura Bossy-Régnier, neurologue et historienne des sciences. Elle a mené en parallèle d'une riche carrière scientifique des recherches dans le domaine de l'art, faisant dialoguer histoire de l'art, histoire des idées, histoire des sciences. Je pioche ici quelques exemples dans la longue liste de ses écrits et participations. Mélancolie au Grand Palais en 2005 ou Crimes et châtiments au Musée d'Orsay en 2010. Actuellement, elle assure le commissariat général d'une exposition sur le thème des relations entre les arts et les sciences de la nature, qui ouvrira donc à la rentrée en septembre 2020 au Musée d'Orsay, puis en février 2021 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cette exposition sera donc intitulée « Les origines du monde, l'invention de la nature au siècle de Darwin ». Enfin, pisteur infatigable, Jean-Christophe Bailly, auteur de romans, d'essais sur l'art, de pièces de théâtre et de monographies d'artistes, poète, à la croisée de l'histoire de l'art et de la philosophie. Il a notamment publié Le versant animal en 2007, Le dépaysement en 2011, ainsi que Le parti pris des animaux en 2013. Ces éléments biographiques sont évidemment extrêmement lacunaires. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur la page de la Nuit des idées. Comme nous sommes maintenant dans la nuit et que j'espère tous nos sens sont en éveil et aiguisés,
Pourrions-nous avancer que l'obscurité, là où se brouillent les chemins et se fluidifient les rencontres, choisies ou hasardeuses, génère ou invite au rapprochement des mondes, voire les métamorphoses. Alors, on peut peut-être avoir de fait les images de nuit. Oui, voilà. C'est la partition du vivant, vous pensez bien, bonsoir, que c'est une partition immense, interminable. Donc j'ai tout de suite eu l'idée de commencer par des images que je trouve extraordinaires, qui ont été prises par un Américain à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui avait mis au point un système pour prendre les animaux avec des flashs très très primitifs, c'est d'énormes trucs chimiques, et pas dans le cas d'une image comme celle que vous voyez à l'instant où c'est à partir d'une barque, mais très souvent c'était les animaux eux-mêmes qui déclenchaient les flashs en heurtant des petits filins. Et il y avait eu une exposition qui avait été faite à partir de ces images au musée de la chasse et de la nature il y a 2 ans à peu près, et elle s'appelait L'intérieur de la nuit. Et ce qui était extrêmement frappant, le livre existe d'ailleurs si ça vous intéresse, et ce qui était extrêmement frappant, c'est non pas l'empathie comme ça qu'on peut avoir avec les animaux, mais le sentiment que eux, comme ce lynx-là, ils sont chez eux dans la nuit, d'une manière qu'aucun homme ne peut prétendre rejoindre. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que si on essaye de la lire, de la déchiffrer, la partition du vivant, on est toujours obligé de tenir compte de quantité d'indéchiffrables. Et l'indéchiffrable commence par des présences très furtives et familières. Si on prend le lynx que vous venez d'apercevoir, c'est l'animal probablement le plus difficile à voir, indépendamment des menaces qui pèsent sur son existence, comme sur la plupart de ses congénères, mais c'est encore une autre affaire, l'affaire la plus grave de notre époque, par ailleurs, je crois, celle de la disparition des autres que nous. Mais disons que en phase normale, disons, il est un animal extrêmement difficile à voir. Et donc, si on déchiffre la partition du vivant, on ne peut la déchiffrer que de manière empirique, furtive, et ça doit toujours, selon moi, être basé sur l'expérience que l'on fait, fût-elle infime, fût-elle furtive, justement, sur l'expérience que l'on fait d'une rencontre. Et en l'occurrence, je crois uniquement aux vertus de l'expérience et pas du tout à celles de l'expertise. Et je crois que ce sont même 2 lignes politiques qui s'opposent continuellement à quelques niveaux ou à quelques domaines que l'on s'intéresse. Et on le voit quotidiennement dans les rues de Paris avec des experts qui sont payés pour empêcher la possibilité de l'expérience et de l'expérimentation. C'est un petit peu très générique tout ça, et je terminerai, puisque ça fait office d'introduction d'une certaine manière, par une phrase que je cite continuellement, donc je vais le faire à nouveau, qui est une phrase de Novalis, ce penseur qui est pour moi fondamental. Et cette phrase, elle est la suivante, elle a été écrite en 1801, et on pourrait croire qu'elle a été écrite il y a quelques années. On pourrait avoir l'impression que Novalis a lu Deleuze. Ce n'est évidemment pas le cas. Cette phrase, elle est la suivante. « J'appelle nature la communauté merveilleuse dans laquelle nous introduit notre corps. J'appelle nature la communauté merveilleuse dans laquelle nous introduit notre corps. » Juste quelques mots pour la commenter. Vous savez qu'aujourd'hui, le concept de nature est remis en cause, etc. Mais par-delà tout ce qui peut se dire de juste sur nature, culture, etc., il reste que le naturel ou la nature ou le non-humain est quand même une donnée universelle, si je puis dire, et une donnée même qui est présente dans notre corps.
nous sommes des êtres faits de nature d'une certaine manière, le respirer, même la pensée d'une certaine manière, sont des effluves qu'on peut considérer comme des objets de nature, ce sont des possibilités. Dans la philosophie, on peut aller de Plotin à Deleuze et ça fonctionne très bien comme ça. Donc, nature, ça veut dire la communauté. Et là, justement, elle est évidemment à ne pas perdre ou à retrouver. Et vous le savez, nous en sommes malheureusement extrêmement loin. Et en même temps, je terminerai là-dessus, ce qui me frappait aussi dans ces images de la nuit, des animaux dans la nuit, c'est la façon dont ils habitent la nuit. Cette façon n'est pas la nôtre. Et la façon dont ils y surgissent, c'est avant tout l'expérience que l'on fait, c'est l'expérience par les yeux, par le regard, c'est l'expérience d'une étrangeté. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la perte du contact réitéré avec l'étrangeté et avec l'étrangeté de toute et de la singularité. Et malheureusement, c'est un petit peu, je crois, la tendance fondamentale de notre époque. C'est pour ça qu'il est très très important d'aller à l'encontre. Et je crois que, évidemment, l'art, les artistes peuvent être des opérateurs et des agents de ce combat, mais pas systématiquement. Et par exemple, pour faire référence à ce que disait de Marie-Josée Mondzin, que je trouve quand même trop optimiste, c'est vrai que Kafka a écrit cette phrase magnifique pour dire qu'il écrivait pour sauter hors du rang des assassins, mais on peut citer des écrivains qui ont sauté à pieds joints dans le camp des assassins, qu'il s'agisse de Céline ou d'Aragon, pour ne citer que ces deux pitoyables exemples. Alors, de fait, si je rebondis sur la question de l'expérience animale ou de l'expérience de l'animal, comment ou quels moyens utilise l'artiste, l'auteur, le scientifique pour aller au plus proche de l'animal, de la bête ou de l'étrangeté au cours des siècles peut-être ou d'une histoire relativement récente? Je pense que c'est pour moi. Est-ce que je pourrais avoir quelques images? Voilà. Je voudrais d'abord rebondir sur deux termes qu'a employé mon voisin, émerveillement ou merveille et étrangeté. Les animaux ont toujours été près de nous et les artistes les ont toujours regardés. Des fresques de Lascaux, des grottes de Lascaux jusqu'à fresques de Pompéi, des stèles funéraires grecques où on voit souvent un homme stylisé et avec un petit chien frétillant dont on devine que c'est un vrai portrait. Et jusque, je ne sais pas, à Titien qui peignait des vrais animaux, par exemple un vrai petit chien à côté d'un être mythologique comme la Danaé. Mais souvent, c'était soit l'admiration pour les formes, pour la variété et la beauté des formes animales qui poussait l'artiste à ça, ou bien un portrait individuel d'un animal familier. Donc, par exemple, le premier véritable portrait, laissez le singe qui est mon préféré, le rhinocéros. Ça, c'est Mademoiselle Clara, je vous en parlerai dans un petit instant. Les premiers portraits datent de 1548, vrais portraits d'animaux, vous le voyez au Louvre, ce sont deux chiens de Bassano. Mais en fait, des véritables mélanges d'art et des sciences sont beaucoup plus tardifs. Là, vous avez, j'ai choisi ce singe de Maréchal, c'est un vélin du muséum. Qui réunit vraiment une parfaite représentation scientifique de l'animal, avec évidemment par un grand artiste. C'est dans la deuxième moitié du 18e, la première moitié du 19e, où il y a les grands voyages d'exploration. Le nombre d'espèces qu'on a observées, animales et végétales, la découverte disons des trésors de la mer, des abysses inexplorés par l'océanographie naissante. Puis
le microscope, ont conduit à une augmentation absolument incroyable d'espèces connues. Là, je peux vous montrer la magnifique méduse de Lesueur. Lesueur était un peintre qui a embarqué dans une expédition napoléonienne destinée aux terres australes. Je ne vous ai pas montré le kangourou, mais cette méduse, il en a peint plusieurs quand il est revenu au Havre, sa terre natale. Ça, ce sont des espèces d'animaux très étranges, en général, tous les invertébrés marins qui ont été découverts et classifiés. La prochaine diapositive, on va un tout petit peu en arrière dans le temps, montre aussi cette grande curiosité qu'on a eue pour les grands animaux exotiques. Et j'ai choisi ici le rhinocéros, mais il y en a eu d'autres, parce que ça a été un animal qui incarne un petit peu le passage de la curiosité à ce qu'on pourrait appeler la studiosité. Clara, c'est une gentille femelle rhinocéros qui a fait le tour de toutes les cours d'Europe. Entre 1746 pendant 12 ans, et elle a été ici portraiturée à Paris par Oudry. C'est un portrait grandeur nature. Ce qui est très étonnant, ça fait 4 mètres sur 3 et ça montre vraiment comment un très grand peintre peut faire un portrait émerveillé par cette étrangeté, en même temps une singulière beauté de cet animal. Je vais vite pour ne pas prendre trop de place aux collègues. Mais cette augmentation incroyable des connaissances et du nombre des espèces a rendu l'idée que nous avions de la nature avec un nombre fixe d'espèces créées intenable. Et il y a eu la grande révolution darwinienne avec le passage d'un monde qu'on avait vu comme un monde ordonné, clos, et ordonné de manière hiérarchique selon une grande échelle des êtres qui allait des dieux aux minéraux ou bien des minéraux jusqu'aux anges et aux dieux, jusqu'à un arbre buissonnant. Et là, vous avez les arbres l'esquisse d'arbres de Darwin et les arbres de son principal c'est pas un élève, mais admirateur et vulgarisateur et popularisateur allemand, Haeckel, qui était aussi un très grand scientifique, un expert de biologie marine, qui ont vraiment changé notre vision du monde. Là, on va juste défiler les prochaines diapositives qui nous montrent comment ce changement a justement introduit l'idée d'une métamorphose, d'un glissement d'une forme dans l'autre, ce qui n'a pas toujours été perçu comme positif. On a interrogé comment les êtres pouvaient surgir du monde inorganique. Bon, ça, ce sont des radiolaires, des unicellulaires du plancton marin qui ont un petit squelette siliceux et qui ressemblent fort à des cristaux de neige. La prochaine diapositive montre l'autre grande interrogation, nos ancêtres simiesques et la transition entre un ancêtre animal et un animal qui n'est quand même pas un animal comme les autres, mais un animal quand même, c'est-à-dire l'homme. Ça, c'est un tableau qui était dans le bureau de Haeckel, ce grand savant darwiniste en Allemagne. Et ça, c'est un tableau que j'affectionne particulièrement de Gabriel von Max, qui montre un singe qui admire un squelette de singe et qui s'interroge dans un climat de bibliothèque. C'est une iconographie très particulière. Après Darwin, le singe qui sort des singeries gracieuses du 18e pour devenir soit anthropomorphe, soit menaçant. On s'inquiète de notre parenté. Et je pense que c'est peut-être la dernière diapositive. On va sauter la prochaine, qui nous montre, voilà. Et ça, c'est aussi encore un tableau que je voulais vous montrer de Kupka, qui s'interroge sur la naissance de la vie. Donc, c'est une sorte de sortie de l'eau. Et donc, c'est un tableau qui est au Centre Pompidou, vous pouvez le voir. La dernière diapositive que je voulais vous montrer montre une plume de paon. Une plume de paon parce que une des grandes préoccupations de Darwin était d'essayer de comprendre d'abord pourquoi le paon est beau et pourquoi nous le comprenons comme le voyons, on l'a toujours vu comme un animal particulièrement beau. Et la réponse de Darwin nous surprend peut-être un peu. Il est beau pour plaire à sa poule. Donc, il a une vraie théorie esthétique qui est fondée sur son principe de sélection sexuelle. Mais il s'interrogeait aussi beaucoup sur comment pouvaient se former les ocelles avec un simple mécanisme de sélection naturelle. Et Raskin, le grand
critique d'art et écrivain, qui est un des meilleurs critiques d'une certaine manière de Darwin, avait exhorté Darwin à dessiner une plume de paon. Et là, on voit deux façons différentes de voir l'animalité. Raskin voulait voir chaque animal comme un individu et était encore convaincu, dur comme fer, qu'il fallait considérer chaque espèce comme fixe, tandis que pour Darwin, il y a une sorte de continuum par petites modifications héritables. Et bon, quand on regarde cette magnifique plume de paon de Raskin, on comprend aussi son argument. Je crois qu'il faut aussi regarder chaque être vivant comme un unicum, comme quelque chose d'unique qui se reproduira jamais. Et voilà, et peut-être le dessiner. De fait, je pourrais, merci beaucoup, réitérer cette question avec une autre réponse. Comment l'auteur que vous êtes, Jean-Christophe Bailly, qui a d'ailleurs aussi côtoyé très, très intimement des peintres, je pense à Gilles Ayot, qui lui aussi s'intéressait à la figure animale, comment vous et lui, vous ou lui, utilisez la peinture, l'art ou les mots pour vous loger au plus près de l'animal? Les mots, c'est pas pareil déjà, parce que par définition, les images sont muettes malgré tout, et le langage, il a beaucoup de peine à être muet. Et disons, comme écrivain, en tout cas, moi, je me rends compte que je m'intéresse en premier aux animaux et aux images, donc à ce qui ne parle pas. C'est-à-dire, et à ce que Poussin appelait, moi qui fais profession des choses muettes, il disait ça avec fierté. Et comme écrivain, on ne peut pas dire qu'on a cette profession-là, mais justement, c'est comme une provocation à vivifier, à réveiller, à éveiller le langage, en l'éteignant d'abord, en l'éteignant. Lorsqu'on tombe nez à nez, par exemple, comme j'ai eu le plaisir de pouvoir le faire justement avec Gilles Ayot en Afrique, et dans des conditions qui ne sont pas celles des safaris touristiques, quand on tombe nez à nez avec un éléphant, par exemple, le premier réflexe, c'est véritablement de se taire, et de se taire pendant longtemps, quoi. Et tout l'appareil vaguement de connaissances qu'on a, il n'est pas utilisable dans un premier temps. Il met du temps. Et c'est exactement pareil si on tombe sur une œuvre, qu'elle soit dans un musée, une œuvre ancienne, ou qu'elle soit dans une exposition, une œuvre d'aujourd'hui, à moins qu'elle soit très mauvaise, c'est-à-dire si on la comprend entièrement tout de suite. En règle générale, on est comme ça saisi, et il y a un effet de césure sur le flux verbal ou le flux de pensée qu'on peut avoir. Et justement, pour revenir aux animaux, j'ai toujours été très choqué par la façon dont les hommes se dressaient comme ça, un monument. C'est vrai que le langage est le propre de l'homme, mais c'est une particularité, ça ne devrait pas être un sujet de fierté, c'est la particularité de l'homme, parler, comme la particularité des oiseaux, c'est voler. Et disons, moi, je définis le langage comme, pour aller vite, comme le frayage humain. Mais il y a d'autres frayages, et ça ne veut pas dire que les animaux qui, en effet, ne parlent pas, du moins n'utilisent pas le symbolisme de notre langage, ils communiquent entre eux, mais ils n'utilisent pas la symbolique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne frayent pas dans le monde, ça ne veut pas dire... À la limite, c'est comme s'ils étaient presque trop attentifs pour avoir le temps de penser à notre manière. Et de ce point de vue, c'est extrêmement captivant et fascinant de les observer. Cela dit, moi, je pense que ce qui est passionnant, c'est pas de dire voilà que tout ça est une grande nappe du sensible dans laquelle on serait tous mêlés, etc. En même temps, ce sont à chaque fois des particularités et des rencontres particulières. Et il y a des milliards de possibilités de rencontres qui sont liées à des milliards de singularités à l'intérieur des espèces, etc., etc. Et c'est vrai que le clonage, disons, serait la forme extrême de l'interdiction
de ce prodige du multiple. Les animaux, c'est avant tout ça, c'est le prodige du multiple. Et c'est vrai que c'est une interrogation constante. Et le peintre Gilles Ayot, en effet, que j'ai fréquenté, avec qui j'ai travaillé, c'était ça qui l'intéressait, c'était la façon dont l'animal, au fond, sans intention, non intentionnellement, s'appropriait d'une certaine manière l'espace. Et juste une anecdote, par exemple, il avait écrit une pièce de théâtre très belle d'ailleurs, qui s'appelle Vermeer et Spinoza, et il avait obtenu des metteurs en scène, Jean Jourdeuil et Jean-François Perret, d'introduire sur scène une chamelle vivante, qui s'appelait Sonia d'ailleurs, je me souviens. Et les comédiens c'était terrible pour eux, quoi, parce que ce qu'on appelle la présence, un comédien, il doit avoir de la présence, mais avec une chamelle, il suffisait qu'elle bouge un tout petit peu, ça déséquilibrait leur discours pendant des minutes et des minutes et des minutes. Ça ne veut pas dire que, évidemment, que la chamelle ou les chameaux ou les chats, les chiens, les condors, je ne sais pas, sont de meilleurs comédiens, absolument pas. Mais ils ne sont pas comédiens, c'est ça. Et qui est quelque chose d'absolument fascinant. Ils échappent au monde de l'intention. Et je crois que ce qui est le plus intéressant dans la recherche artistique, c'est ce qui cherche à échapper à l'intentionnel. Peut-être je peux ajouter un mot sur... je voulais parler d'une autre œuvre contemporaine, celle de Daniel Dewar et Grégory Jiquel, qui dit aussi cette fascination permanente, évidemment, des artistes pour la figure animale. C'est un ensemble d'œuvres qu'on a présenté il y a peu de temps dans le cadre de la Biennale de Lyon, dont j'étais une des commissaires. Donc une biennale qu'on a imaginée, qui était une biennale sans thème, dont certains ont dit que le thème était le paysage, mais en fait notre intention était de concevoir cette exposition comme un paysage. Donc une exposition sans mur, qui se construisait par plan, arrière-plan et par contamination en quelque sorte entre les œuvres, et dans lesquelles nous avons essayé de nous emparer de cette notion un peu galvaudée du paysage en réunissant des œuvres qui se situaient à la frontière des paysages biologiques, donc qui s'interrogeaient sur cet ensemble des échanges avec le vivant, avec le monde animal évidemment, végétal, mais aussi minéral, bactériologique. Des œuvres qui se penchaient davantage sur la question du paysage économique, et puis des œuvres qui interrogeaient ces relations que nous avons tous et qu'ont sans doute les artistes encore plus avec l'esprit du monde, disons, avec une conscience de notre place dans l'univers. Donc c'était une exposition qui se concevait un peu par zoom et dézoom. Une expo qui aussi mettait en œuvre, puisque lorsqu'il est question du vivant, et c'est une question évidemment très, très centrale dans le champ de l'art depuis un certain nombre d'années maintenant, un des effets, disons, de cet intérêt porté au vivant, c'est évidemment la façon dont il bouleverse l'espace d'exposition, le temps de l'exposition, le temps du musée, puisque lorsque l'on transforme le centre d'art, le musée, en vivarium, en laboratoire, lorsque beaucoup d'artistes évidemment cultivent leurs œuvres comme ils cultiveraient un jardin. L'exposition n'a pas le même visage évidemment au début lorsqu'elle l'ouvre et lorsqu'elle se termine quelques mois plus tard. Nous avons présenté aussi dans cette exposition une œuvre d'un artiste autrichien qui s'appelle Thomas Feuerstein, qui prenait la forme justement d'une sorte de vaste laboratoire dans lequel il mettait en scène une sorte d'adaptation du mythe de Prométhée. Donc il y avait deux éléments principaux dans cette installation. D'un côté, donc, une sculpture de marbre qui était lentement décomposée, mangée par des bactéries mangeuses de pierre. Et de l'autre, un alambic géant dans lequel des cellules hépatiques humaines étaient nourries par ces mêmes bactéries pour cultiver un foie artificiel.
Voilà, si je parle de ça, je vais tout de suite en venir à Dewar et Jekyll, mais c'est que cette œuvre de Ian Souther, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, est peut-être assez symptomatique de ces différents points de vue que les artistes adoptent lorsqu'il est question du vivant. Il y en a qui le représentent, qui l'imaginent, qui le miment, qui le simulent. D'autres se sont attachés à le décortiquer au moyen de l'informatique, de la robotique. Et il y a une autre famille d'artistes qui emploie donc c'est Ian Souther qui est un des spécialistes de ce courant qui s'appelle le bioart. Emploie donc des techniques qu'il appelle des techniques moites, donc ce qu'il appelle le wetware, donc qui flirte du coup évidemment avec la science, avec la biologie moléculaire, cellulaire. Voilà, donc Thomas Feuerstein est un bon exemple de ça. Mais pardon, je suis trop longue. Juste 2 mots sur Daniel Dewar et Grégory Jekyll. Donc cet ensemble d'œuvres qui s'appelle Les Fantasmes mammifères et que nous avons présenté donc au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Peut-être si on peut remontrer quelques images. Donc c'est un corpus d'œuvres assez conséquent sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années, de sculptures. Donc ce sont des sculptures en bois massif et dans lesquelles ils imaginent un certain nombre de mariages, de corps à corps. Donc vous le voyez avec ces bas-reliefs. Entre donc la figure humaine et la figure animale. En l'occurrence, donc ces hommes sont toujours représentés en position de gisant. Ils sont dans cette position dont on ne sait pas bien dire si elle est une position nourricière, sexuelle, et ils entretiennent donc une proximité avec des animaux à police. Voilà. Donc là, vous voyez ce poisson. Il y a une truie. Et ce qui est intéressant dans cette série de Dewar et Jekyll, c'est que, hormis pour donc il y a 3 grands bas-reliefs dans ce corpus. Et par ailleurs, toutes les autres représentations de l'homme sont systématiquement fragmentaires. On n'en voit que on ne voit que des fragments de corps qui se démultiplient dans la masse des sculptures dans lesquelles elles sont taillées dans le bois, qui se confondent avec les nervures du bois et qui finit donc évidemment petit à petit par disparaître. Donc, est-ce que ça impliquerait que le musée d'art aujourd'hui prendrait peut-être la suite des cabinets de curiosité, ou du moins serait là pour rebrasser les cartes et montrer une nouvelle taxinomie du vivant, comme on a pu avoir soit dans les zoos, soit dans les cabinets de curiosité, enfin d'autres endroits en fait, des métamorphoses. Est-ce que historiquement, enfin dans l'histoire qu'on peut dérouler, quels en sont les exemples Non, juste, ça me fait penser, parce que comme j'étais pas là quand était là Gloria Friedman, mais ça me fait penser à quelque chose qu'elle a fait il y a déjà un certain temps, et quand je pense qui se démarque quand même, disons, du cabinet de curiosité, c'est-à-dire il y a une dimension critique, une dimension politique, avec comme ça un effet de violence. Elle avait, je crois que c'était au musée d'art moderne de la ville de Paris, elle avait juxtaposé un taureau vivant. Elle en a parlé tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Ah bon ? Alors, tu l'as montré, mais j'étais pas là. Voilà. Bon, ben, je me tais. Voilà. Voilà, moi je voudrais aussi commenter un peu. Les cabinets de curiosité étaient quand même l'expression d'un monde complètement différent du nôtre. On vivait encore dans un monde, bien sûr, il y avait eu... On était à la période de première découverte du Nouveau Monde, des Amériques, etc. Mais on avait encore l'idée d'un monde harmonieux et on cherchait des merveilles de la nature, mais dans un cadre où on croyait que le macrocosme et le microcosme se correspondaient, etc. Et c'était pas du tout simplement un recueil désordonné, c'était une sorte de reflet aussi de
d'une vision du monde. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Il y a bien sûr un intérêt renouvelé pour les cabinets de curiosité, mais ils ont été remplacés par les musées de sciences et les musées des beaux-arts. Donc, il y a eu une utopie au moment de la Révolution française, lorsqu'on a créé le Louvre, le Muséum de sciences naturelles et le musée des arts et des techniques, voilà, et les trois étaient conçus comme une sorte de grand lycée universel qui devait réunir les arts, les sciences et les techniques, mais dans un but disons, et d'enseignement et de plaisir. Donc, c'était quand même une logique complètement différente. Aujourd'hui, je ne pense pas du tout que le musée ait ce rôle. Le musée essaye de reprendre parfois des thèmes iconographiques ou autres, on l'a vu, mais soit dans une vision nostalgique, soit tout simplement pour le plaisir de voir de très belles formes, c'est plus rare mais ça existe, soit pour questionner justement la relation de l'homme d'aujourd'hui avec son passé, plus qu'avec les objets eux-mêmes. De fait, vous ne pensez pas que, par exemple, la réutilisation du cabinet de curiosité de façon générique par les artistes aujourd'hui, ou cette façon de disposer les choses, pourrait être aussi une volonté de justement saisir, comprendre, faire des propositions face à un monde qui se métamorphose très rapidement, qui n'aurait pas la même implication? Je ne sais pas si vraiment le format du cabinet de curiosité est encore un format valide aujourd'hui, quand il y a aussi beaucoup d'artistes qui travaillent justement sur, évidemment, sur une dimension encyclopédique ou de représentation, enfin, qui essaye d'embrasser le monde, mais qui le fait quand même avec de... comment dire, c'est rarement des arrêts sur image, ou ça se fige rarement, il me semble. Donc, ouais, je sais pas si c'est un modèle encore vraiment valide aujourd'hui, actif. Moi, je pense qu'il est actif, mais disons de manière extraordinairement disséminée. Si on pouvait récupérer de par le monde les objets qui traînent, les objets venant de la nature qui traînent dans les ateliers, ce serait la plus extraordinaire exposition qu'on pourrait faire, entre les animaux, les bouts de cailloux, les bouts de bois, les papiers, les tout et tout. Et je crois que ça, c'est très important, cette dimension, la dimension de l'atelier. Et il y aurait toute une analyse à faire, disons, d'un devenir atelier des lieux d'exposition, qui est en cours, mais qui est très timide au fond, d'une certaine manière, parce qu'il n'est au fond pas encouragé institutionnellement. Et peut-être que c'est mieux qu'il ne soit pas encouragé institutionnellement par ailleurs. Alors, j'ai pas l'heure du tout. Moi, je sais pas du tout où on en est sur l'heure. On ne nous dit rien, mais on peut montrer un extrait de vidéo que vous avez. Je sais pas s'il nous voit. Très rapidement.
Grüß Gott, kleines Tier. Komm, komm. Keine Angst. J'en dis juste deux mots. On avait envie de vous montrer cet extrait d'un film d'animation de Bertrand Dezoteux qui s'appelle Super Règne, qui est un film qui lui a été inspiré par la lecture d'un livre qui s'appelle L'univers bactériel, qui est le livre d'une biologiste, Lynn Margulis, dans lequel elle détaille donc les grandes étapes de l'apparition du développement de la vie sur Terre. Donc, comme vous le voyez, cette lecture a suscité, a généré dans l'esprit fertile de Bertrand Dezoteux un certain nombre d'images mentales. Donc il dit, je cite juste quelques mots, il dit voilà, j'imagine ce monde interconnecté où les créatures s'échangent leur patrimoine génétique par le moyen de microtubules, un paysage primitif colonisé par le tissu de la biosphère où les bactéries relâchent massivement de l'oxygène dans une atmosphère toxique, où les animaux commencent à administrer les végétaux, où les insectes récoltent les graines avec leurs mandibules, où la lame d'une moissonneuse fend et retourne la terre. Et donc il dit la science-fiction est le moyen permettant de condenser ces événements, d'en faire la synthèse pour créer la fable d'une biologie mécanique planétaire. Et le personnage que vous voyez à la fin de cet extrait, c'est Bruno Gironcoli, qui est un extraordinaire artiste d'origine autrichienne, qui a été, comme le dit Bertrand, un peu le catalyseur pour faire émerger ce monde fantastique. Donc Gironcoli qui a imaginé ces créatures, ces machines, ces moissonneuses qui s'ensemencent, qui se nourrissent, qui se fertilisent les unes les autres. Et que Bertrand Dezoteux, du coup, met en scène dans ce film de 2017. On est dans la nuit, on voit plus rien. Bon, alors ça veut dire que ça a été parfaitement exhaustif. Merci beaucoup.